Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo faite à la va-vite, dans ma chambre avec mes super rideaux dégueulasses, où je voulais vous présenter un petit peu mes decks et surtout qu'est-ce que j'allais en faire avec cette nouvelle édition Le Seigneur des Anneaux. Donc en gros une vidéo un petit peu mise à jour de deck. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, on va mettre un petit peu de musique et puis c'est parti. Hop, et nous voici donc sur Moxfield qui est un site pour gérer ses cartes, ses decks, builder, tout ça. Si vous l'utilisez pas ou si vous utilisez autre chose, c'est que vous avez tort. Donc voilà, là on est sur la page du coup Nox Illusion avec mes decks. On va en avoir plusieurs. Alors là c'est typiquement les decks que j'ai en papier, d'accord. Donc si on monte un petit peu au-dessus, il y a les decks que je boubite un petit peu en ce moment. Ce que j'ai appelé multi, c'est les decks que j'ai en papier. Multi no IRL, c'est les decks que j'ai pas. Duel Commander, c'est les trucs que je joue un petit peu en duel. Et dans Trash, c'est des trucs que j'ai abandonnés, que je veux absolument plus toucher. Voilà. Alors, nous voici donc devant les decks que je joue en papier. Donc, certains, il y a des decks qui sont dessus, notamment Kennesos, deck tech sur Magic c'est chic, on le voit parce qu'il y a 1754 vues. Voilà, donc pourquoi pas, on pourrait carrément commencer par celui-ci. Du coup, Kennesos. Alors Kennesos avec cette nouvelle édition, il a bénéficié de quand même pas mal de choses dans la mesure où il interagit avec le scry. Et les elfes dans les couleurs simiques de cette nouvelle édition interagissent aussi avec le scry. Alors, faut que je vous explique aussi un petit peu comment je gère mes decks sur Moxfield, c'est-à-dire que dans le sideboard, il va y avoir les cartes que j'aimerais bien tester bientôt, et dans ce qu'on appelle le considering, ce que j'appelle moi plutôt le maybe board, c'est un petit peu toutes les idées que j'ai testées ou que je pensais que ça aurait pu être une bonne idée, bref, des cartes que je veux garder un peu sous le coude pour voir si je les ai jouées, pas jouées, tout ça. Mais généralement, c'est des cartes que je ne vais pas repêcher, sauf grosse mise à jour du deck. Mais je les laisse là, principalement pour mon souvenir. Donc, j'ai déjà intégré des cartes physiquement dans le deck, parce que je les ai ouverts, notamment Lost Ace Kailing. Donc cet enchantement qui nous dit que à chaque fois qu'on scry, on va lui mettre des marqueurs. On peut payer 6, exiler l'enchantement, piocher autant de cartes qu'il y a de marqueurs. Et s'il y en a 7 ou plus, on fait un tour supplémentaire. Cette carte est un peu en test. J'y crois pas vraiment dans la mesure où pour 2 elle fait strictement rien. Et c'est un deck qui, au-delà de la capacité du commandant, ne fait pas vraiment énormément de CA pur. Donc c'est un peu une carte qui fait turbo rien quand on la joue, et qui va nous permettre de faire des choses en late game. En fait elle va être particulièrement bonne dans la mesure où on scry énormément, et j'ai du mal encore à définir à quel point je scry à chaque tour, pour savoir si au bout de 2 tours elle va être rentable, même en milieu de partie, parce que je dois vous avouer que si on top deck ça en fin de game, c'est un peu pénible. Après je compte aussi sur le fait de scry pour la foutre en dessous de la bibliothèque, dans la mesure où ça serait potentiellement une mauvaise carte. Ou en tout cas, ça serait pas le moment où j'ai envie de la jouer, quoi. J'ai rajouté aussi Fall of Gil-galad, qui pour 2 est un enchantement saga qui a 3 chapitres. Son premier chapitre nous dit qu'on scry 2, son deuxième dit qu'on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'on contrôle, et le troisième fight, et si notre créature qui a fight meurt, on pioche 2 cartes. Elle rentre très très bien dans le deck, c'est une carte qui va être très utilitaire, dans la mesure où elle va servir de removal. En fait voilà, je vois ça comme un removal pour 2 un peu lent, certes, mais pour 2 scry 2, en fait ça va bien rentrer au tour 3. La jouer au tour 3 ça paraît quand même intéressant, ça veut dire qu'on va faire un scry 3 avec Kennesos. C'est plutôt ok, ça permet aussi de faire grossir un petit peu Kennesos pour qu'il devienne un bloqueur encore plus intéressant. Parce que on n'attaque pas très souvent avec Kennesos, mais de manière générale, lui faire gagner +2/+2, ça va empêcher les adversaires de bloquer. Donc ça paraît plutôt pas mal.
Je crois que au sein du deck, c'est un petit peu tout ce que j'avais rentré. Je vais vérifier. Si je fais type and tag, il y a les tags que j'ai créés pour classifier les cartes. Ça m'aide aussi beaucoup à builder. Oui, j'ai rajouté Shower of Zaro. C'est un désenchant qui scry. En fait, ça rentre bien dans la synergie. De la même façon, tour 3, en fait c'est jouable, ça va prendre un Sol Ring et nous ça va nous faire avancer dans notre plan de jeu en scryant 2. C'est pas déconnant et même fin de game, ça va certainement apporter quelque chose de pénible. Si la carte coûte trop cher, à terme je la retirerai. Pour l'instant je joue Tejilad Justice et pour 2... gérer un artefact, Scry 2, j'ai jamais eu trop de problèmes. En fait, c'est vraiment le Scry qui m'intéresse et le côté removal est vraiment un aspect bonus. En fait, c'est la combinaison des deux qui rend la carte intéressante. C'est deux cartes qui peuvent être cut pour des removals potentiellement un peu meilleurs, mais qui rentreront pas en synergie. Donc c'est un choix qu'il faut considérer. Bon. Dans les autres ajouts, cette fois très importants que j'ai fait dans le deck, ce sont les nouveaux lands qui scry. Alors ils sont au nombre de 2. Tout d'abord il y a Rivendell. Scry 2 pour 2 puissants. Puis engager Rivendell, c'est globalement intéressant dans la mesure où on n'arrive pas à scry, on n'a plus rien pour vraiment relancer un petit peu la machine. C'est correct et ça mange pas de pain. Donc ça se joue plutôt bien tour 1 engagé ou alors tour 3 à partir du moment où on a Kennesos. Donc c'est un terrain plutôt ok. Et le second terrain c'est The Grey Heavens qui arrive sur le champ de bataille, qui nous fait scry 1. Donc comme déjà 2 cartes du deck, on fait qu'en rajouter. Je compte beaucoup sur ces cartes pour vraiment nous faire beaucoup scry dans le même tour et donc vraiment creuser pour aller chercher nos pièces maîtresses et de manière générale il peut faire du coloré donc très bon ajout quoi. Sinon si on revient un petit peu côté sideboard, alors qu'est-ce que j'aimerais bien tester? J'aimerais bien tester Elrond. Pourquoi? Parce que il scry en arrivant sur le champ de bataille, il coûte 3 donc il rentre bien dans la curve. Bon, il a un body qui est pas incroyable, mais bon, ça reste quand même intéressant. En fait, il fait partie d'une catégorie de cartes qui existe pas trop, c'est-à-dire c'est non seulement un permanent qui fait scry quand il arrive en jeu, mais en plus il le fait tous les tours. La plupart des permanents qui font ça le font pas trop quand ils arrivent, ils le font à partir du tour d'après. Donc c'est une carte que je testerai bien. Et l'aspect l'anneau voûtante, c'est un peu Kinder dans le deck. On n'en a pas grand chose à faire, mais pourquoi pas. Après, il reste quand même plutôt très dépendant de si on arrive à poser des créatures à tous les tours, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce deck. C'est pour ça que je reste un petit peu mitigé. Alors, monstruosité of the lake. Alors, pour 5, c'est une 4-6 Kraken. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut payer 5. Et du coup, engager toutes les créatures adverses et leur mettre un stun counter. On peut aussi le recycler pour obtenir une île. Cet aspect il est plutôt rigolo parce qu'on peut aller chercher Sanctuaire Mystique. Bon, c'est pas incroyable, mais ça peut se faire, c'est plutôt intéressant. Et pourquoi il n'est pas encore dans la liste, je me rends pas bien compte d'à quel point ça peut être un finisher intéressant. Son effet de stun, on peut être un finisher dans la mesure où on est déjà installé, mais généralement les Kraken j'ai pas trop de mal à les faire passer. C'est plus immobiliser vraiment les créatures adverses qui m'intéressent. En plus nous on va tricher un petit peu dans la mesure où on va le payer un peu moins entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec Kennesos on va payer que 4 pour le jouer du dessus de la bibliothèque au lieu de 5. Et derrière, on pourra payer 5 pour stun. Et du coup, directement attaquer avec au moment de notre tour. Parce que généralement, quand on fait venir des créatures du dessus de notre bibliothèque, on le fait pendant les tours adverses. Voilà, je le trouve peu impactant. Je le trouve impactant, mais il rentre pas tout à fait sur les rails de ce qui m'intéresse. Ok, et passons à la suite.
Hop, nous voici devant Tovolar. Donc Tovolar, pareil, vous pouvez retrouver la deck tech sur Magic, c'est chic. Qu'est-ce que j'ai ajouté chez Tovolar? Alors, dans Tovolar, il faut savoir déjà que, avant que je rentre vraiment dans les détails, je joue toute une catégorie de spells que j'ai appelé tricks de combat. Alors là, il y en a plus que 5, mais avant, il y en avait un peu plus. Certains sont à présent dans protection, parce qu'ils protègent en donnant la défense talismanique. Je joue ces trucs-là parce que le deck est très dépendant du commandant, d'autant plus l'aspect boost est assez intéressant parce que tu vas chercher à contacter aussi. Donc ce double effet est plutôt ok. L'idée est de créer des effets de surprise. Donc je vous laisse regarder la deck tech où j'en parle un peu plus en profondeur. Bombadil Song, alors pour 2 c'est un éphémère, la créature ciblée gagne +1/+1 et l'exprove jusqu'à la fin du tour, et l'anneau te tente. Alors ça coûte cher comparé aux autres effets, néanmoins ça fait à peu près ce que je veux. Ça coûte un trop, hein, mais ça nous dit aussi que l'anneau nous tente. Et pourquoi l'anneau nous tente, ça m'intéresse autant dans ce pack? Et ben ça m'intéresse notamment parce que le deck est très très curvé, hein, comme vous pouvez le voir. On a quand même pas mal de drop 1, notamment des créatures, et en fait on a pas mal de créatures avec une faible force. Et le fait de leur faire porter l'anneau va dire qu'elles peuvent passer outre les bloqueurs plus gros. Donc ça veut dire contacter, et avec Tovolar ça veut dire piocher une carte. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai du mal encore à estimer comment ça va se comporter. Mais là, le fait que ça soit sur une carte qui, sur le papier, m'intéresse à la base, qui en plus résout un des problèmes du pack dans la mesure où, les petites bêtes, c'est vachement bien au tour 3 parce que personne peut trop les bloquer. Mais au final, tour 5-6, c'est plutôt des chump blockers. Là, ça résout un peu ce problème. Et du coup, j'aimerais bien tester la mécanique de l'anneau voûtante dans Tovolar. Par extension, j'aimerais tester aussi Breaking of the Fellowship, qui pour 2 est un rituel qui dit qu'en gros, une créature adverse inflige des dommages égaux à sa force à une autre créature adverse qu'il contrôle, et l'anneau voûtante. Donc en fait, encore une fois, il y a l'anneau voûtante, ça m'intéresse pour exactement le même aspect, sauf qu'en plus là, c'est sur un removal, donc why not. L'idée de supprimer un bloqueur plus pouvoir passer, on va vraiment pouvoir potentiellement gérer la petite créature qui pourrait bloquer la créature où il y a marqué l'anneau voûtante. Je pense que la carte a été designée pour ça. Voilà, j'ai envie de la tester. Il y a peut-être d'autres cartes qui disent l'anneau voûtante dans ces couleurs-là que je serais amené à essayer, mais à mon sens c'est déjà un petit peu les meilleurs. Enfin en tout cas dans ma stratégie aggro bad curve. Donc voilà. Bon, il y a aussi Howling Moon qui n'est pas du tout du Seigneur des Anneaux, que ça fait des mois que je dis que je vais tester et que j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Voilà. Allez, prochain deck, Varine Apocalypse Zombie. Bon, alors, pareil, la deck tech, celle-ci, elle se trouve sur la chaîne du Pince Crâne. C'est la deuxième deck tech que j'ai fait dans ma vie. Donc il y a 4 cartes qui ne sont pas du Seigneur des Anneaux, pareil, Queen Leash, je le jouerai certainement pas. Et ça, c'est une combinaison de cartes que j'aimerais bien tester, mais pour l'instant, ça rentre pas trop dans la stratégie du deck. Par contre, ce qui rentre bien dans la stratégie du deck, c'est Raise the Palisade, qui est en gros un bounce unilatéral selon le type de créature qu'on a choisi. Donc bien évidemment, ici on va dire zombie. Et comme c'est un deck qui va chercher à attaquer à tous les tours, des fois on a un petit peu le même problème que chez Tovolar, c'est-à-dire qu'on a un deck qui est extrêmement curvé, avec beaucoup de drop 1, et aussi de petites créatures de drop 2. Donc du coup, virer les créatures adverses, même pendant un tour, de façon à pouvoir attaquer sans trop de problèmes, ça nous intéresse vraiment. Bref, ça fait gagner vraiment du tempo. Je mets une grosse pièce sur cette carte dans beaucoup de stratégies.
Un bounce unilatéral, on sait à peu près ce que ça fait. Alors c'est pas Cyclonic Rift, ça fait pas gagner autant de tempo que ça. C'est plutôt... voilà, je trouve ça intéressant. Il faut vraiment voir ce que ça donne en long terme. Mais peut-être qu'elle sera cutée un jour ou l'autre. Je trouve que la carte a quand même beaucoup de potentiel. Ensuite, commandant bien connu, Prosper. Ma version, elle est un peu particulière, Prosper étant un commandant qui se build de énormément de façons. Il y a des versions plus créatures, c'était peut-être ma première version, celle-ci. Celle-là, je l'ai appelée Prosper Storm into Nothing. Donc c'est une version Storm, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est plutôt un deck qui va chercher à enchaîner les spells, à trouver un tour critique où il va enchaîner les spells, pour faire énormément de cartes advantage. Donc c'est vraiment un deck boui value engine, sauf qu'il y a énormément de parts de cartes advantage qui se fait au détriment des adversaires. C'est-à-dire qu'on va leur piquer des cartes, et voire on va leur piquer énormément de cartes. On va aller chercher les solutions directement dans leur deck. Alors en sideboard, on peut voir qu'il y a beaucoup de cartes, certaines qui sont absolument pas du Seigneur des Anneaux. C'est les cartes qu'il faut que je reteste, ou alors que je retrouve dans mes boîtes aussi. Des fois je m'en sers un petit peu comme mémo. Ici on va surtout parler de Lobelia Defender of the Backend. Pour 3 c'est une 2-2 citoyen et halfling, qui nous dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, on regarde la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire, et on peut engager, sacrifier un artefact, et jusqu'à la fin du tour on peut jouer la carte exilée sans payer son coup de mana, ou alors faire un drain de 2. J'aime beaucoup cette carte, surtout sur le plan théorique, dans la mesure où pour 3, elle va faire plus 3 de CA sur un body de 2. Certes, elle ne nous le fait pas maintenant, mais je suis pas sûr qu'un adversaire s'amuse à lui coller un removal juste pour ça. C'est possible, mais a priori, si entre Prosper et Lobelia, c'est Lobelia qui se prend un removal, je suis plutôt content. Faire du CA sur la bibliothèque des adversaires en aléatoire, c'est moins bien que le faire au-dessus de notre deck, tout simplement parce qu'on sait, on a buildé notre deck, donc a priori, les cartes qu'on a au-dessus, on est plutôt toutes contents de les choper. Là, ça sera certainement pas le cas, c'est l'aspect un peu rigolo du deck, par contre, on paye pas leur coût. Donc il y a vraiment moyen de choper des boules d'or, des tickets d'or, je sais pas comment vous appelez ça, mais de faire vraiment des conneries, et je trouve ça plutôt drôle, et dans la mesure où on a joué toutes les cartes des adversaires, on peut encore faire des drains de 2, et je trouve ça plutôt chouette. Donc ma lecture de la carte, c'est pour 3, plus 3 de carte advantage, je pense que ça rentre plutôt bien dans le pack. Ensuite, Lightless Gaze. Alors, on exile la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, et jusqu'à notre prochain tour, on peut jouer ces cartes, et utiliser n'importe quel type de mana pour payer les coups. Ça a le flashback qui a pour le même coup que son coup de lancement. Et c'est vachement bien. Pour 4, on va faire en partie multijoueur à 4 de CA. On peut le rejouer depuis le cimetière. Ça rentre vraiment dans ce que va faire un deck Boui Storm en fait, c'est-à-dire que on va faire du CA, avec des cartes du CA on va essayer de générer du mana, on va essayer de redépenser notre CA avec notre mana et ainsi de suite, de façon à accumuler la value. Ça rentre vachement bien dans le deck, bon ok ça coûte cher, mais plus 4 de CA pour 4 c'est quand même vachement bien. En plus chez nous, comme on joue les cartes depuis l'exil, on va produire des trésors. Donc mécaniquement, les sorts vont entre guillemets nous coûter moins cher, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je trouve que la carte a vraiment du potentiel, et puis comme c'est jusqu'à notre prochain tour, on a quand même un petit peu le temps, de jouer tout ça. Donc là, il va certainement voir du jeu. En tout cas, j'en suis bien plus sûr que Lobelia. La question c'est
contre quoi je le cut. Alors j'ai énormément de cartes qui font du CA. Donc des moteurs de CA, j'en ai beaucoup, des bons, des moins bons, des que je teste, des qui me font rigoler. Il y a un peu de tout. Je pense c'est cut. Alors, je pense c'est cut roue de la fortune, parce que la carte est peut-être un peu trop forte. En plus, on sait jamais trop ce qu'on va faire piocher aux adversaires. Et je la trouve beaucoup moins drôle que son homologue qui demande de faire un vote. Donc la roue de l'infortune. Je pense la cut, comme ça elle retourne dans mon classeur de réserve list. Et je troque une carte qui fait du CA contre une carte qui fait du CA. Donc je vais la mettre en considering. Je vais prendre Lilith Gaze, je vais le mettre dans la catégorie CA Engine. Puis je vais l'ajouter au deck principal. Nickel. Ensuite l'Obelia, ben, j'aimerais bien la jouer l'Obelia. Je pense que je vais vraiment la jouer. Du coup, il faut prendre un cut. J'aimerais bien garder je sais que je joue pas plus beaucoup de créatures dans ce pack, donc j'aimerais bien troquer peut-être une créature contre créature. C'est particulier. Je sais que il y a une carte dont j'étais pas complètement convaincu récemment. Tectonic Giant, je suis un peu mitigé. Ouais. Du coup, je pensais certainement cut le Tectonic Giant. Il est rigolo, mais je le trouve plutôt lent dans ce qu'il fait pour le coup qu'il a. Sachant que il se fait jamais vraiment cibler, donc il se réactive pas. Ça a vraiment la gueule d'une carte de standard, hein, plus qu'autre chose. C'est pas qu'il me déçoit, mais il coûte 4, Prosper coûte 4, l'Obelia coûte 3. Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc hop, on ajoute l'Obelia au main deck, et il y a une autre carte du Seigneur des Anneaux. J'ai pas eu l'occasion d'en parler dans la vidéo des 10 cartes qui vont impacter le format, parce que bien évidemment elle va impacter le format, c'est juste que je trouvais pas grand chose d'intéressant à dire, plus que ce que tout le monde dit déjà dessus. Elle va changer le format. En tout cas, elle va remplacer des trucs qui existent déjà. De manière générale, je la pense meilleure que Marionette Master dans ce deck. La question c'est, est-ce qu'on veut 2 occurrences de finisher de ce type-là ? C'est compliqué. Côté ce que j'appelle finisher, alors il y a marqué Wincon, mais en réalité je tue plus souvent à Marionette Master ou avec les cartes des adversaires qu'autre chose. Là, la chauve-souris va vraiment faire le boulot. Mayen Devil, c'est vraiment très strong. Surtout ça peut, ça sert de sort de gestion aussi. Hein. Eldron Detonator inflige un dommage à un opposant. Mais il y a le côté, tu fais aussi un petit peu de CA dessus quand tu sacrifies 2 artefacts. Je suis un peu mitigé, je sais pas vraiment si elle mérite d'être cut. Je pense ne pas l'avoir assez joué pour m'en rendre compte. Et comme je disais tout à l'heure, je préférais ne pas trop cut de créatures, histoire d'avoir un peu de bloc, de chump blocker, de choses comme ça. Peut-être Pyroblast. Pyroblast, c'est plus une carte un peu signature, dans le sens où ça va contrer un Cyclonic Rift, détruire un Red Stick Study, ou même souvent prendre tout simplement un commandant bleu. Hein. C'est une carte un peu signature. Alors les cartes, on est d'accord, ne font absolument pas la même chose. Mais bon, c'est une carte un peu dispensable du deck, c'est plus un délire qu'autre chose. Néanmoins, j'aimerais bien pas trop enlever les removals du pack, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais cut Pyroblast. Et jouer du coup cette beauté. Bon, j'ai envie de faire beaucoup de modifications sur ce deck, il y a énormément de cartes à tester, hein, vu qu'ils impriment toujours des cartes pour Prosper. C'est assez fatigant, mais en même temps c'est ce qui fait le fun. C'est ce qui fait le fun. J'aimerais beaucoup tester cet artefact.
je suis certain qu'il est bien. Néanmoins, je joue pas beaucoup de créatures. En fait, il va être là plus comme une seconde vie à Prosper, de façon un peu récurrente. Et je sais pas si je veux de ça. C'est pas que je veux pas qu'il colle à la table, hein. C'est que je suis dubitatif sur son intérêt dans la mesure où je joue très très peu de créatures. Parce que pour moi, jouer 17 créatures, c'est en jouer très très peu. Après, ça peut quand même ramener une chauve-souris, ramener une marionnette master, si vraiment je perds mes win-con. Mais la question est, encore et toujours, qu'est-ce que j'enlève? Alors j'avais une bonne idée, il n'y a pas longtemps, je pensais virer Deflecting Swats. Alors je vous entends dire « Non mais c'est trop fort » et tout, et vous avez raison, c'est trop fort. Néanmoins, Deflecting Swat, c'est une carte qui me pose, qui m'embête souvent parce que quand on exile une carte, que ce soit avec Prosper ou un autre carte qui fait qu'on exile, on a un tour ou deux pour pouvoir jouer cet éphémère. Et globalement, ce timing-là, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne jamais jouer la Deflecting Swat et simplement de la perdre. Alors que au moins, voilà, si j'exile le Vat of Rivers, je peux le jouer immédiatement. Et même si j'en ai pas l'intérêt immédiat, il est sur le champ de bataille, ça coûte que 1. Donc, en fait, j'ai tiré ma conclusion tout seul, comme un grand. Je vais cut Deflecting Swat pour jouer Vat of the Rivers. Bon, pour les autres cartes, je les laisse là, mais j'en ferai certainement rien avant un moment. Il faut absolument que je retrouve le château de Lotquen dans mes boîtes. Bref, passons au deck suivant. Deck suivant, c'est Ninefinger, donc un deck porte. Il est à la fois porte et à la fois aussi Voltron. Alors, globalement, c'est un commandant qui a le bon goût d'avoir une capacité d'évasion, ward payé de 9 points de vie, donc il a absolument tout d'un bon commandant Voltron. Quand il touche, il a un super effet, donc c'est pour ça que j'ai pas mal de pièces dans le deck qui servent pour faire un peu du Voltron. Quand je dis Voltron, j'ai carrément une catégorie de cartes qui servent un petit peu, alors soit à l'équiper, soit à l'enchanter. Principalement qui font du card advantage, donc qui font souvent de la pioche pure, et j'ai mis l'arbitre silencieux là-dedans parce que il interagit avec le fait de jouer principalement une créature. Côté ajout, bien évidemment The Blackgate, indispensable. Je verrai ce que je cut comme terrain dedans. Cut un basique, ça m'embête un peu. Si je regarde le mana, écoutez, je verrai bien, certainement en basique, ça va finir comme ça. Mais bon, regardons le reste. Mithril Coat, nouveau staple tout simplement. Voilà, on a un deck qui est très orienté autour de notre commandant, et on veut qu'il reste sur table, tout simplement. Sachant qu'il a Ward 9, c'est déjà une grosse saloperie à cibler. Si en plus on lui colle l'indestructible avec un équipement qui est lui-même indestructible, il risque de vraiment coller à la table, et c'est ce qu'on veut, d'autant plus qu'une fois indestructible, on s'en fiche un peu, en fait on peut attaquer un peu librement. Je veux vraiment jouer cette carte, parce que il y a l'aspect Voltron. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on cut? Alors, il y a quand même une chose à savoir sur... je reviens un peu sur Blackgate, mais vous allez voir, ça a du sens. Blackgate est une porte qui offre de l'évasion. On n'avait pas ça jusque-là. Si je regarde les portes, on a des portes qui nous font du mana, on a des portes qui renforcent la créature, on a Feel of the Dead, ok. Gunegate, machin, ça fait des trésors, c'est gentil, mais on joue vraiment parce que c'est une porte. Maze Hand, et après c'est les gates qui font du mana. Bref, on n'avait pas de porte qui fait de l'évasion. Avoir une porte qui fait de l'évasion nous permet... En fait, on va aller la tutor, tout simplement. On a énormément de cartes qui nous permettent de tutor, ne serait-ce que des gates, déjà, et ensuite de tutor des lands de façon plus ou moins générique, donc Crop Rotation, Elvish, Map, Sylvian's Crying, bref, j'en passe des pires et des meilleurs. Blackgate, on va aller le chercher, hein. On veut toucher avec Kin.
Donc on va aller la chercher, ce qui nous permet du coup de libérer des slots qui étaient consacrés purement à l'évasion. Du coup on va libérer des slots et pourquoi pas les consacrer du coup à la protection. Du coup, je regarde un petit peu ce qui me donne de l'évasion. Demonic Embrace. Ça donne plus 3/+1 le vol, le type démon, et ça peut se jouer du cimetière au cas où. Je pense que voilà, elle était vraiment bien parce que elle avait cet aspect un peu de rancœur, dans la mesure où on pouvait la jouer. Maintenant on va chercher Blackgate, on en a plus besoin, tout simplement. L'autre carte qui était un peu dans le genre, c'était Favor of the Hoverbeing. Pour 2, ça donnait en gros à notre commandant +2/+2, la vigilance et le vol. Bon bah c'était pas mal aussi, mais là je pense que il n'y a pas photo. Je vais juste la cut parce que c'est tout simplement moins bien. Et je vais plutôt rentrer directement Mithril Coat. Hop. Et du coup, main deck. Une carte que j'ai pas testée, mais qui va peut-être falloir, c'est Open the Way. Alors, qui nous vient pas du Seigneur des Anneaux, mais tant qu'à faire, je peux peut-être essayer de jauger la carte. Pour 2 et X, X ne peut pas être supérieur au nombre de joueurs dans la partie. Donc ça veut dire qu'on pourra payer 4, pas plus, sauf si on joue à 5 bien évidemment. On va révéler les cartes dessus de notre bibliothèque jusqu'à trouver X land et les mettre sur le champ de bataille engagé, et le reste en dessous de notre bibliothèque. Donc en fait, voilà, Kin Ninefinger est un deck où on veut trouver des portes. Ça nous permet de sortir de toute façon quoi qu'il arrive des lands du deck. Donc pourquoi pas. J'avais une autre carte qui était en stand-by dans le genre. C'était Cartographeur Survey. Tu regardes les 7 cartes dessus de ta bibliothèque, tu peux prendre 2 landes, tu les mets sur le champ de bataille. C'est littéralement moins bien qu'Open the Way, tout simplement parce que Open the Way, si on paye 4, on est sûr de trouver 2 landes quoi qu'il arrive. Là, on n'est pas sûr. Et en plus, on peut payer plus pour trouver plus de landes. C'est intéressant, mais globalement, ça va me faire quoi? Payer 4, choper 2 landes, engager. Bon, c'est bien, ça me fait ramper, mais je vais pas être impactant. Tour 5, j'ai pas spécialement envie de jouer ça, même si ça rentre dans le plan de jeu. Je suis un peu mitigé sur cet effet. Et il faut absolument que je trouve une place à Blackgate. Bon, allez, on va s'y consacrer. Donc, commençons par le début, Blackgate dans le deck principal. Ou sinon, on peut aussi choisir de jouer 41 landes. C'est pas dégueulasse dans ce pack. Je suis plus ou moins obligé de rentrer toutes les portes. Boseiju et Otawara, c'est quand même des landes utilitaires qui sont sacrément intéressants. Ça évite aussi un peu d'être dans le mana full d'inutile. Si vous avez de meilleures idées que moi, n'hésitez pas à me le dire pour les cuts. Je regarderai dans les commentaires, ça m'intéresse. Du moment que c'est pas une porte. Alors il y a eu Urza Saga, mais Urza Saga est une carte un peu clé du deck, dans le sens où ça va chercher Amulet of Vigor, lentille d'infiltration qui permet de piocher, qui est très très cool parce que ça la menace. Enfin, Kin a la menace. Du coup, si elle est bloquée, c'est pas 2 cartes qu'on va piocher, c'est 4. C'est rude. Et puis Sol Ring, bien évidemment. Qu'est-ce que on va cut? Vesuva, je le garde parce que ça nous permet de nous faire une 14e porte si nécessaire. Je joue pas scène de théâtre. Je pourrais, cela dit. C'est pas ma volonté parce que je vois pas ça. L'intérêt, j'essaye de minimiser quand même les landes incolores. Déjà qu'on a beaucoup de landes qui arrivent tap, en tout cas en début de partie. On veut pas s'amuser à jouer trop de landes incolores et s'empêcher de jouer le début de game. Et ben écoutez, je pense que je vais cut une forêt. Ça m'embête un peu, mais... Bon, c'est pas très bien, faites pas ça chez vous. En réalité, on va garder l'équipe du pack. C'est plus simple. On va virer le Snowland noir. Et comme on a rajouté un land qui fait du noir,
ça paraît, au moins ça ne changera pas grand chose. Je verrai, je réadapterai peut-être les basiques. Et du coup le dernier deck que je vous propose dans cette petite vidéo, histoire de pas trop rallonger inutilement, ça va être Kumena Fish and Chip, donc très Tribal. Je pense qu'on va pas trop s'embêter, hein. Je vais pas vous raconter trop d'histoires. Ça va être Raise the Palisade, ça va être Cœur Elf, particulièrement dans ce deck parce que je joue plus d'une quarantaine de créatures et il y en a à peine 2 qui dépassent le coût de mana de 5. Donc voilà, hein, ça c'est la curve très basse. Donc Cœur Elf, ça va être vraiment la carte du pack. C'est joué et ça part tout de suite en couille. D'autant plus que y a pas mal d'effets qui nous permettent de untap nos ondins. Donc si on les détape à chaque fin de tour. Bref, de manière générale, il y a pas mal d'effets qui nous permettent de détaper nos créatures. Donc potentiellement refaire du mana avec Cœur Elf. Ça rentre clairement dans le pack. Et de la même façon, Raise the Palisade. Boons unilatéral. Plutôt difficile de gérer les créatures de toute façon en simic. Un petit peu embêtant, ça passe par des fights ou des boons. Là c'est un boons et en plus c'en est un bon. Je pense que les deux cartes rentrent parfaitement. Mais vraiment très bien. Donc je vais certainement solliciter cette carte. Alors la question c'est toujours contre quoi on cut, hein. Là pour le coup je sais pas trop, j'y ai pas bien réfléchi. Il y a pas mal de contres dans ce deck. Difficile de cut une créature, j'ai pas trop envie. Celle-ci est un peu lente quand même, c'est un mercenaire humain en plus, hein, mais qui nous permet de chercher un ondin et le mettre directement en jeu. Donc bon, c'est lent, mais bon, ça fait un peu des dingueries. Ici on a une horreur qui nous permet de détaper nos créatures vertes et bleues à chaque étape de fin, c'est ce qu'on veut. Bon, Musney des graines, je vous apprends pas ce que ça fait. Toujours aussi intéressant. Bidantassa, peut-être que ça peut se cut dans ce pack, dans la mesure où en fait on n'a pas tant d'évasion que ça, même si on la privilégie pas mal. Je pense que Cœur Elf est meilleur, déjà parce que ça coûte à peu près le même coût, et que en plus ça nous permet de faire des petites choses en plus. On va essayer de pas trop se séparer des cartes qui nous permettent de détaper nos ondins. C'est vraiment ce que le pack veut faire. Et il y a moyen qu'on cut simplement des contres, hein, pour tester un petit peu ces nouvelles cartes. Alors la question c'est quoi ? Force of Will, on est d'accord, c'est tout le temps, c'est souvent très fort. Néanmoins ça nous coûte une carte de notre main. Ça fait, contrairement à plein de gens, c'est loin d'être mon compte préféré. Model the Mixture, dans ce pack, ça nous permet de tutor des permanents, notamment qui nous permettent de détaper nos landes. Donc on va le garder. Je pense que pour l'amour du sport, on va cutter Force of Negation et Force of Will, parce que de toute façon on n'a pas besoin de ça, ok ? Nous on n'a pas besoin de ça. C'est peut-être une erreur, mais je joue déjà quand même pas mal de contre. J'en joue 4 ou 5. Ah non, je pense que... Non, je vais faire mieux que ça. Je vais virer Drain de Mana. J'aime pas Drain de Mana. Elle est dans cette liste, mais c'est vraiment parce que je voulais la caser quelque part. Non, on va virer Drain de Mana. On va... récupérer Force of Negation. Et du coup, on va pouvoir mettre nos 2 nouvelles cartes dont on est très content. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Bon, en tout cas, je trouvais ça plutôt sympathique, c'était la première fois que je faisais ça, dites-moi si ça vous a plu. Comme vous voyez là, j'ai plein de decks avec lesquels ça peut le faire. N'hésitez pas à essayer de m'en parler. Et on verra si on se lance un peu dessus, ou même si pourquoi pas une deck tech vous intéresse vis-à-vis de ces packs là. Et peut-être qu'elle popera sur Magic C'est Chic. Sur ce, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince-Crâne. Salut! Attends, avant de transplaner!
tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire s'il te plaît. Puis si t'as kiffé la vidéo, il y a de grandes chances que celle-là elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil hein.